Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono. La trêve hivernale se rapproche, mais le sport se poursuit sur les terrains vendéens. Et pendant 20 minutes, nous allons revenir sur toute cette actualité du week-end encore bien chargée. Et au sommaire de cette émission, direction tout d'abord les Sables d'Olonne en très grande difficulté. Les Sables Vendée Basket affrontaient Toulouse. Samedi soir, objectif relever la tête après 6 défaites consécutives. En football, nous parlerons des résultats de Coupe de France, bien sûr, mais le championnat de National 3 suivait aussi son cours. Derby entre le Vendée Poiré Foot et les Sables FCOC, c'était samedi soir. En rugby, des conditions climatiques bien difficiles hier après-midi. Dans une mauvaise passe, le FC Lyonnais était opposé à Bazas en Fédéral 2. Et puis enfin, direction Bournezeau, là aussi sous un temps quelque peu capricieux dimanche. Une épreuve de cyclocross était au menu. On terminera cette émission avec le cyclocross. Nous sommes le lundi 11 décembre 2023. Voilà pour l'essentiel, 85 chrono, c'est parti. Éliminé de la Coupe de France mercredi soir, la Roche Vendée Basket avait l'occasion de se racheter en championnat. Hasard du calendrier, les Lyonnaises retrouvaient de nouveau Montpellier 48 heures après avoir été battues en 8e de finale. Revanche, mais autre enjeu vendredi soir, il s'agissait de réenclencher une dynamique en LFB pour cette 10e journée. Emmenée par l'américaine Jenkins, les Montpelliéraines réalisent la meilleure entame. Loin d'être distancées, les Lyonnaises terminent le premier quart à -6, 24-18 pour Montpellier. Les 10 prochaines minutes vont cette fois tourner en faveur des Vendéennes. Tiffany Clark, 20 points. Dans cette rencontre, porte les Tigresses qui rejoignent puis doublent les Héroltaises. À la pause, le RVBC fait la course en tête, 37-33. Les Lyonnaises restent à la portée des Montpelliéraines mais réussissent à préserver leur avantage. Toujours 2 longueurs d'avance avant d'aborder le dernier quart-temps, 49-47, un 4e quart-temps qui sera à sens unique. Dernière avancée de rencontre, les Tigresses donnent la leçon au 3e du championnat avec une dernière période remportée 23-6. Résultat, la Roche crée la surprise et s'impose avec la manière 72-53. Et au classement de cette ligue féminine, après 6 défaites consécutives, les Tigresses se donnent enfin un peu d'air. La Roche, qui n'avait plus gagné en championnat depuis la mi-octobre, décroche sa 3e victoire de la saison, synonyme de remontée au général. 13 points en 10 matchs, les Lyonnaises gagnent 2 places et pointent en 9e position. Prochain rendez-vous pour le RVBC, ce sera mercredi soir pour le match aller des 16e de finale d'Eurocup sur le parquet de Charleville-Mézières. La Roche Vendée Basket a donc mis fin à sa spirale négative de 6 défaites en championnat. Eux aussi dressaient le même bilan comptable avant cette 16e journée de National 1 masculine. Engluée en dernière position, les Sables Vendée Basket accueillaient Toulouse. Samedi soir, salle beau séjour. Les Sablés voulaient réagir après avoir été défaits en début de semaine face à Poissy. Une entame où Sablés et Toulousains sont au coude à coude. Les 10 premières minutes tournent finalement à l'avantage des visiteurs en maillot noir qui bouclent le premier quart à +2, 19-17 au tableau d'affichage. Deuxième quart plus délicat pour les Sablés, parfois à la peine en défense et trop inefficace en attaque. Les Vendéens encaissent 8 points à la suite en moins de 5 minutes. Un premier écart s'est déjà créé. Toulouse mène +12, 39-27 à la pause. En deuxième période, les joueurs de Denis Métais vont se reprendre. Porté par Quatarius Wilson et ses 11 points inscrits sur le 3e quart-temps, les Sablés sont métamorphosés, tout proche de recoller. Les Sables restent encore à 5 longueurs de leur adversaire du soir, 52-47 avant d'entamer le 4e quart-temps. Sur leur lancée, Loubaki et ses coéquipiers égalisent et prennent l'avantage dans les premières minutes de la dernière période. Un avantage qui croît jusqu'à +6 mais qui va finalement fondre à toute vitesse. Trop handicapés par les fautes et le manque de réussite au lancer franc, les Sablés voient finalement les Toulousains repasser devant pour au final voir Toulouse s'imposer. Nouvelle défaite des Sables, 68-65 qui enchaîne un 7e revers consécutif. La réaction des 2 entraîneurs a commencé par celle de Denis Métais pour les Sables Vendée Basket, réaction recueillie par Daniel Lelanne. Alors, on a pris 15 rebonds offensifs, 10 balles perdues à la mi-temps, donc déjà on se mettait une épine dans le pied. Et puis on est revenu avec des meilleures intentions, on a enfin pris le match en main, on le maîtrisait dans notre rythme, dans celui qu'on avait choisi. Donc là on était très contents. Et puis dans le début du 4e, enfin milieu du 4e, on a commencé à reperdre des ballons, redonner des rebonds offensifs, faire des fautes qui donnaient des lancers francs alors qu'il n'y avait pas urgence. Pour moi j'appelle ça des cadeaux. Et c'est très frustrant parce qu'on avait fait le travail pour le gagner. Donc on leur a donné à la fin, ils ont été le chercher, attention, mais je trouve que c'est des actions où ils ne méritaient pas, ils n'avaient encore rien provoqué et on leur a donné des paniers. 2 mi-temps totalement différentes. Une première mi-temps où on défend plutôt bien. On n'encaisse que 27 points. Et en attaque, c'est plutôt cohérent.
Et puis la deuxième mi-temps est différente, c'est normal, on était à l'extérieur, on savait que dans le troisième quart-temps, cette équipe de Sable allait réagir. Parce que c'est une équipe qui n'a jamais perdu de beaucoup, elle a toujours été dans les clous, perdu des matchs après prolongation, etc. Moi je suis fier de mes joueurs parce que quand Sable est repassé à +5, on ne s'est pas désunis, on a volé quelques ballons. Mais c'est ça, de toute façon c'était un match défensif sur la deuxième mi-temps. C'était très important pour nous de gagner à l'extérieur, chez le dernier, même s'il joue mieux qu'un dernier. En début de semaine dernière, les Sables Vendée Basket n'avancent pas davantage au classement, sans victoire depuis plus d'un mois. Cette 7e défaite consécutive enfonce un peu plus les Sablés en position de lanterne rouge. Vous le voyez au tableau avec 3 petites victoires en 16 rencontres. Les hommes de Denis Méter restent 14e avec 19 unités à 4 longueurs de leur adversaire du soir. Et puis du côté du Vendée Chaland Basket, toujours dans cette même division, vendredi soir à Michel-Vrignot, le VCB s'incline face à Lorient 90 à 76. Les joueurs de Sébastien Lambert sont désormais 7e. Allez, on enchaîne avec un étage en dessous. En National 2 masculine, on jouait ce week-end la 12e et avant-dernière journée de la phase aller à l'extérieur samedi soir. Saint-Georges de Montaigu s'est incliné face à Toulouse sur le score de 84 à 80. 3e revers consécutif hors de leur base pour les Georgeois qui perdent de 3 places et sont désormais 9e. Et puis un dernier coup d'œil sur les résultats de basket avec la National 2 féminine. En déplacement sur le parquet de Rouen, l'équipe réserve de la Roche-Vendée Basket s'incline de nouveau assez largement. Une défaite 97 à 62 samedi soir pour le compte de la 11e journée. Les espoirs du RVBC terminent cette phase aller en 10e position. On ouvre à présent la page football de cette émission avec, je vous le disais en sommaire, un point sur la Coupe de France. Vous le savez, ce week-end se déroulait le 8e tour de la compétition, un week-end qui a souri aux 2 clubs vendéens encore engagés samedi soir. D'abord, les Herbiers sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse de Saint-Brieuc. Et puis hier après-midi, dimanche, toujours dans les Côtes-d'Armor, Chaland a décroché sa qualification au tir au but face à Paimpol. Les Herbiers et Chaland seront donc bien au rendez-vous des 32e de finale avec l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Ce sera le premier week-end de janvier. Les 2 clubs connaîtront leurs adversaires respectifs dans la soirée de ce lundi. Week-end de coupe, donc je vous le disais, mais le championnat se poursuivait aussi en National 3. Dans la poule D, le Poiré survit et les Sables FCOC s'affrontaient au stade de Lidonnière. Les Genoux en bleu, les Sablés en rouge et blanc. À l'attaque, les Genoux vont avoir d'abord plusieurs occasions, notamment avec Jordan Cuvier, cette parade d'Antoine Nakashi dans les cages sablaises. Puis l'ouverture du score à la 11e minute, 1-0 sur cette réalisation d'Eduardo Battili sur une passe de Cuvier. Excentré, Jordan Cuvier va de nouveau s'illustrer. Sa frappe est bien détournée par Nakashi. Peu d'occasions franches pour les visiteurs. Les Sablés butent toujours sur la défense du Poiré. Une défense, je note, qui parvient à se dégager à chaque fois ou à contrer les frappes adverses. En défense, les Sablés manquent parfois de concentration. 28e minute, Salimou Touré trouve un Kimi Crépeau totalement démarqué. Le Poiré fait le break. 2-0. Les hommes de Jérémy Charnot peinent toujours à se procurer une véritable occasion de revenir dans la partie. Mais à la 41e minute, double occasion. D'abord par Dimitri Pillot, puis dans la foulée, le ballon traîne longuement dans la surface. Mathieu Grosso manque le cadre à bout portant. Toujours 2-0 en faveur du Poiré après 45 minutes. Le Poiré qui va gérer son avance en deuxième mi-temps et même tout proche du 3-0 sur cette frappe de Jordan Cuvier, contrée et sauvée in extremis par Bassoumba devant la ligne de but. Côté Sablé, dans les derniers instants, la reprise de Benoît Cousseau fuit de peu le cadre. Sur ce centre, Simon Guerlus aura même pu réduire la marque, mais si préserve sa cage inviolée. Après 90 minutes, le Poiré s'impose donc 2-0 et entretient sa très bonne forme du moment. Au micro de Thibaut Grasset, je vous propose d'écouter les 2 entraîneurs, Rabi Zeroual, d'abord pour les Genoux, puis Jérémy Charnot. Je suis satisfait du résultat, satisfait effectivement du groupe, parce qu'on avait un groupe qui était amoindri par rapport aux semaines précédentes. Il nous manquait quand même pas mal de joueurs et les gars ont quand même fait le job. On savait que ça allait être dur. Ce qui est bien, c'est qu'on a bien commencé. Après, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas su continuer à mettre l'intensité, à être aussi bon que les 20 premières minutes, parce que jusqu'à 2-0, on a été, je trouve, plutôt très très intéressant. Je pense que le match la victoire est logique parce qu'on a l'occasion de mettre le 3e. Et à contrario, eux, j'ai pas vu non plus de grosses occasions de but, en tout cas qui nous ont fait passer des sueurs froides non plus. Donc non, je félicite les gars parce que le groupe a été encore une fois amoindri. Les gars ont trouvé des ressources pour pouvoir
pour pouvoir gagner le match et remporter les 3 points. Je pense vraiment qu'on loupe nos 20 premières où on prend 2 buts et c'est 2 cadeaux, c'est 2 beaux cadeaux qu'on leur offre. Je pense que c'est aussi la découverte pour beaucoup de joueurs du niveau N3 contre des belles équipes qui connaissent aussi les petits détails. Et là, nous, voilà, on apprend. Donc je pense que les joueurs doivent grandir dedans et ils grandissent, donc c'est bien. Et je pense que les 15-20 dernières minutes ont été bonnes pour nous parce qu'on a des grosses situations de centre dans la surface où il y a des cafouillages où je pense qu'on peut faire mieux. Et si on revient à 2-1, c'est pas le même match. Et voilà, les petits détails de surface entre notre surface def et surface off, pour l'instant on est un peu fébrile. Et donc on sort d'un match où le contenu est vraiment hyper intéressant. Et voilà, si on gomme ces petits détails, il va se passer des bons résultats et on va prendre des points, j'espère, rapidement. Avec ce succès, le Poiré-sur-Vie continue sa belle progression au classement. À l'issue de cette 11e journée, les Genots, invaincus depuis 6 rencontres, s'invitent sur le podium en 2e position. Pas de changement du côté des Sables FCEC qui reste toujours lanterne rouge de cette poule D. Et puis du côté des autres résultats, samedi soir, la Châtaigneraie emporte 3-1 face à Château-Gontier, gratte une place au classement. Vous le voyez, en 9e position, 2 places de gagné pour le Vendée Fontenay Foot qui est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de Choret. Chaland qui jouait pour sa part en Coupe de France, on l'a dit, se classe 10e avec 2 matchs en moins. On enchaîne en handball avec à présent un détour par la Nationale 1 masculine. Samedi soir se jouait la 13e journée du championnat. Pouzauges s'incline sur le terrain de la réserve du HBC Nantes, 34-23. Les Pouzaugais sont donc toujours derniers de leur poule. En rink hockey, nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. L'équipe de la Vendéenne se rendait à Noisy-le-Grand samedi pour la 9e journée de N1 Elite. Menés 5-1 à la pause, les Lyonnais sont revenus dans le match et auraient même pu l'emporter sans une égalisation de dernière minute côté noiséen. Score final 6 buts partout. Le groupe de Marc Salicru reste toujours invaincu et en 2e position. Et puis un mot de hockey sur glace puisque les Lyonnais du Hogli étaient eux aussi en déplacement. Les Aigles lyonnais retrouvaient la réserve d'Amiens pour cette 10e journée de D2. La réserve d'Amiens qu'ils avaient battu 7-1 le week-end précédent. Tarif quasiment identique. Samedi soir, le Hogli s'impose 6-1 en Picardie et est 2e de ce championnat. On continue de parler de La Roche-sur-Yon, mais désormais avec des images de rugby. Hier, dimanche après-midi, le FC Lyonnais recevait Bazas pour le compte de la 10e journée de Fédéral 2. Une affiche qui était à suivre sur le terrain annexe du stade Henri Desgranges dans des conditions loin d'être évidentes entre la pluie qui est tombée sans discontinuer et les fortes rafales de vent. 3 pénalités transformées dans la première période pour le buteur maison Thomas Genot. Les Girondins débloquent aussi leur compteur avec 2 pénalités converties. Les Lyonnais sont en tête à la pause 9-6. Au retour des vestiaires, Bazas va prendre les devants une première fois dans cette partie avec une pénalité convertie, puis avec un essai aplati par Roquefeuille à l'heure de jeu. Les visiteurs mènent alors 16-9 à la suite de cet essai qui va être transformé avec l'aide du poteau. Réaction immédiate des Rouges et Blancs. 4 minutes plus tard, le FC Lyonnais revient dans le match avec un essai signé Arthur Thomas. Essai qui sera par la suite transformé par Genot. Les Vendéens récoltent alors à 16 partout. Bazas va inscrire une nouvelle pénalité pour reprendre l'avantage, 19-16. Et puis nouveau sursaut du FCY, les Lyonnais vont inscrire un second essai, cette fois aplati par Alexandre Battiot. Nouvelle transformation au bout de Thomas Genot qui remet La Roche en tête 23-19. Mais finalement, le dernier mot reviendra au Bazadais à 5 minutes du terme. Les Girondins trouvent les ressources et repassent une ultime fois devant à la marque avec ce dernier essai. Résultat, le FC Lyonnais s'incline 26-23 et signe une 3e défaite de rang en championnat. L'entraîneur des 3/4 de la formation lyonnaise, Anthony Thomas, suivi de son homologue Bazadais, étaient tous deux au micro de Daniel Lelanne. Les week-ends se ressemblent, ils continuent. Je sais pas, chaud c'est difficile. On tient cette équipe, les conditions sont difficiles pour les 2 équipes. Et après, on a toujours la même sensation quand on sort du terrain, on a l'impression qu'on n'est pas arbitré de la même façon que les autres. Ils sont à 14, ils se permettent de jouer à 15 sur la pénale touche, ils nous volent le ballon sur le joueur qui doit sortir. Faut toujours qu'on se taise. La mêlée qui est jouée rapidement sur le dernier essai, la mêlée écroulée, on n'a pas le droit de jouer vite sur une mêlée écroulée, ils jouent vite, mais c'est autorisé. Donc maintenant tous les week-ends se ressemblent, donc on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus quoi dire aux joueurs. Après notre match, il est loin d'être parfait. Mais dans ces conditions, on a l'impression qu'il n'y a pas d'équité, quoi. Et plus ça s'enchaîne et on n'a pas la solution sur ce problème-là, quoi. Match engagé face à une valeureuse équipe de La Roche-sur-Yon. On s'attendait à pas moins de leur part. Les conditions très difficiles. On a su répondre présent notamment dans les phases de combat et de conquête, ce qui nous a permis de tourner à 9-6 contre le vent. Et on avait espoir qu'avec le vent, ça allait tourner en notre faveur. Ça a été serré jusqu'à la fin. Ça sourit pour nous enfin, donc c'est très bien. Et on sortait de 3-4 désillusions, donc forcément il fallait absolument qu'on gagne pour
pour essayer de rester dans les clous pour notre objectif. Mais voilà, donc c'est chose de faite. Bien sûr qu'il y aura des choses à travailler, mais franchement sur l'état d'esprit en tout cas, c'est très positif. Et un troisième revers consécutif pour les Lyonnais qui ne progressent pas plus au classement. Le FCY est toujours avant-dernier de sa poule, 14 points au compteur, mais avec un match de plus que toutes les autres formations, excepté le leader Tourangeau. En Fédéral 3, le RC Sablais poursuit, lui, son rythme de croisière. Les Sablais étaient hier en déplacement sur la pelouse de Saint-Nazaire. Victoire 9-0 et 9e victoire en 9 matchs pour les Azur et Blancs qui restent toujours en tête de cette poule 16. Un coup d'œil également sur 2 résultats de volleyball. En National 3, masculine tout d'abord pour le compte de la 9e journée samedi. Montaigu-Vendée-Boufféré s'incline à domicile face à l'équipe 3 de Rezé en 3-7. Boufféré reste toujours en position de premier relégable. Et puis enfin, en National 3 féminine, on jouait là hier dimanche après-midi. Les Boufféréennes s'inclinent également, cette fois 3-7-1 contre Brest. Toujours 6 points pour les joueuses d'Hugo Moussion qui restent en avant-dernière position à l'issue de cette 9e journée. Le dernier point classement de cette émission avec du tennis de table. L'US La Ferrière bouclait la première phase de N2 avec un déplacement à Angoulême. Défaite 8-5, mais le maintien a été déjà assuré pour les joueurs de Mathieu Perdriau qui termine 6e à l'issue des 7 rencontres disputées. Avant de terminer avec quelques images de voile, je vous invite à présent à chausser vos bottes pour partir du côté de Bournezeau. Après Saint-Jean-de-Mont, il y a 2 semaines, c'est à Bournezeau que se tenait hier après-midi une nouvelle épreuve de cyclocross. Une épreuve organisée par l'ESB Les Vélocipèdes de Bournezeau et le Vélo Club de Chantonnay qui revenait dans le calendrier de la saison après 10 années d'absence. Retour pluvieux, retour heureux. Ils étaient en tout cas 192 concurrents au départ des différentes courses sur le site des HUMO. Après les catégories jeunes le matin et en début d'après-midi, nous suivions la course des U23 et des seniors ici à l'image et ses 27 engagés. Et cette fois, le vainqueur du cyclocross de Saint-Jean-de-Mont, un certain Arnold Jenson, n'était pas de la partie. C'est donc un nouveau vainqueur. Au bout de l'effort et après un parcours très boueux, le moins que l'on puisse dire, un coureur que l'on connaît bien qui s'impose, c'est Kevin le Danois qui l'emporte, bien sous les couleurs de sa formation. Arkea Samsic avec un chrono de 52 minutes. Il est suivi après d'1 minute 30 par un autre spécialiste de la route, Lucas Grolier pour l'équipe Vendée U. Damien Baudard, lui, du team La Roche, complète le podium en 3e position. Le vainqueur, Kevin le Danois, je vous propose de le retrouver tout de suite. Il était avec Thibaut Grasset, accompagné de l'un des organisateurs de l'épreuve, Hubert Gautron. J'ai commencé le vélo par le cyclocross, donc je reviens. J'essaye d'en faire un maximum les hivers quand je peux en faire et que l'équipe me le permet. Après, j'ai de la chance, c'est que l'équipe nous le permet tous les hivers de faire des cyclocross. J'ai fait 2-3 petites erreurs, mais je pense que tout le monde, vu les conditions aujourd'hui, a posé le pied à droite à gauche ou des choses comme ça. Il n'y a pas une partie du circuit où je voyais mes roues tellement il y avait de boue, donc non, c'était un vrai chantier quoi, comme on appelle ça. J'aimerais bien refaire une saison complète avec les manches nationales, mais vu les saisons de route qui sont de plus en plus longues et de plus en plus difficiles, c'est pas forcément évident de tout caler, donc je prétends pas être un grand champion et pouvoir tout faire, donc je préfère me concentrer là où on m'attend et là où je suis payé pour avec l'équipe. Et puis si je peux faire du cyclocross à côté, je me fais plaisir en faisant du cyclocross. On a repris le cyclocross avec le Vélo Club de Chantonnay, parce le cyclocross s'est arrêté pendant 10 ans. Donc cette année, sous la volonté de Chantonnay, on s'est mis avec eux pour l'organisation. Donc c'est un terrain qui avait déjà servi il y a 10 ans. Donc on connaissait les tracés et tout. Voilà. La température et le temps surtout n'étaient pas avec nous cette année. Mais j'espère que l'année prochaine, on aura un meilleur temps. On avait 203 inscriptions aujourd'hui. En plus, les écoles de cyclisme qu'on avait ce matin, qui ont fait dans la boue, faut bien le dire, dans la boue le tour, eux, ils étaient contents. Voilà. Donc tout le monde est content, c'est le principal. Nous avions pris l'habitude depuis quelques semaines de conclure cette émission avec des images de voile de l'Atlantique. Et pour parler voile, une nouvelle fois, je vous propose cette fois des images du Morbihan et de Lorient. Ça y est, la course du retour à la base a rendu son verdict. C'est Johan Richomme qui s'impose sur Paprec Arkea. Le skipper est arrivé samedi soir à 17h à Lorient. Il boucle la course en 9 jours et 3 minutes. Jérémy Bayou sur Charal se place lui en 2e position, un peu plus de 5 heures après Johan Richomme. Peu après minuit dimanche, Sam Goodchild est enfin venu compléter le podium sur Force the Planet avec cette 3e place. D'ailleurs, le skipper britannique Sam Goodchild s'adjuge le titre de champion IMOCA 2023 à l'issue de cette saison, devant justement Johan Richomme et Jérémy Bayou. Et puis côté vendéen, Arnaud Boissière sur la Micaline, Sébastien Simon sur Groupe du Breuil, Emmanuel Cousin sur Coup de pouce, Giffard Manutention sont tous 3 attendus à partir de demain mardi.
Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 11 décembre 2023. On se retrouve dès jeudi soir avec Aurélien Huard. Nous parlerons des courses du Père Noël en compagnie de notre chroniqueur Johan Jadot. D'ici là, très belle soirée à vous sur TV Vendée et belle semaine, surtout sur notre antenne.